Pont-Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre invité de Pont-Neuf, Eri De Luca, écrivain, poète, romancier. Eri De Luca, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous publiez, j'aurais pu ajouter aussi écrivain, poète, romancier, traducteur, parce que vous avez beaucoup traduit et c'est une œuvre à part entière que la traduction. Et vous publiez donc un livre à deux voix qui s'appelle Les Palais, Diable gardien, tout simplement, comme on dit ange gardien, diable gardien, on va en parler. Mais d'abord, vous revenez d'un voyage en Ukraine, vous avez participé à un convoi humanitaire, vous avez conduit un camion, comme vous l'aviez fait il y a une trentaine d'années en Bosnie. Eh oui, après 30 ans, je suis encore dans un convoi d'aide humanitaire dans une autre guerre qui se présente en Europe, qui se manifeste en Europe, et toujours à côté des meilleures personnes de mon pays, les bénévoles qui font ce service de fraternité. Donc oui, mais j'ai 30 ans de plus. Mais vous êtes encore capable de conduire un camion, et en l'occurrence, c'est un camion de nourriture pour... Nourriture et médicaments, oui. Voilà. Si, mais cette fois, les routes étaient plus faciles. Il y avait des autoroutes pour arriver jusqu'à la... C'était pas les pistes délabrées de la Bosnie de l'époque, de la ex-Yougoslavie de l'époque. Donc, comme chauffeur, j'étais plus facilité cette fois, plus soulagé parce que les autoroutes amènent tranquillement jusqu'à la frontière Ukraine. Alors, vous dites, Eri De Luca, dans cet article paru dans Le Monde, que c'est une guerre qui a une forme fratricide à cause des liens étroits de culture et d'histoire entre les Russes et les Ukrainiens. On s'aperçoit du fait de cette proximité que c'est encore plus violent que d'autres guerres. C'est plus fratricide. Les guerres sont fratricides, mais ici il y a un supplément de tuerie entre les frères. Ils parlent la même langue. Et ils ont les mêmes écrivains. Et des grands écrivains ukrainiens ont écrit en russe, comme Gogol, Bulgakov, Vassili Grossman, Babel, Nekrasov, des grands écrivains qui ont fait ma littérature, qui ont fait de moi un lecteur de littérature russe, étaient des Ukrainiens. Donc, l'intervention, l'invasion d'un pays comme ça, c'est un acte de plus intensément fratricide pour moi. Et en plus, il y a une malédiction de l'ex-Union soviétique qui continue à reproduire des désirs d'indépendance. Et donc le fait d'envahir un pays qui a une indépendance, qui a une volonté nationale, nous fait revenir à un autre siècle. Au siècle des invasions, au siècle des luttes pour l'indépendance, c'est un retour au passé. Et votre texte est bouleversant parce que vous vous êtes approché de Kiev et vous dites que c'est une guerre de femmes et d'enfants. On ne voit que des femmes et des enfants qui résistent parce que tous les hommes sont au front. Oui, et j'étais pas à côté de Kiev, non, j'étais à la frontière au sud avec la Roumanie, un passage d'une ville à côté d'une ville qui s'appelle Sighet, en Roumanie, qui est une ville de frontière. Absolument, on va parler de Sighet, parce que c'est la ville d'Elie Wiesel, la ville de naissance d'Elie Wiesel. Oui. C'était pas à l'époque c'était pas à l'époque l'Ukraine, mais ça l'est devenu aujourd'hui apparemment.
Non, c'est Roumanie. C'est toujours la Roumanie, C'est pardon. toujours la Oui, très Roumanie. bien. Parce que le Sighet est séparé de la frontière, est séparé par un fleuve, la Roumanie de l'Ukraine. Et il y a un pont qui... Il y a un pont qui relie l'Ukraine à la ville de Sighet. À la ville de Sighet. Et le pont, c'est une terre de personnes entre les deux frontières. En dépassant la frontière, on est arrivé dans une ville ukrainienne où arrivent encore les trains qui viennent de Kiev, qui arrivent de Kiev. Donc, j'ai rencontré dans un institut scolaire transformé en logement des femmes qui venaient de Mariupol et de Kiev. Des femmes avec leurs enfants. On est allé donner de l'aide dans cet endroit et j'ai vu comme ces femmes étaient bien, se tenaient avec une grande dignité. Personne hurlait ou pleurait ou criait. Et même les enfants qui jouaient, parce qu'ils se trouvent tous ensemble dans un endroit commun, ils jouent, mais qu'ils sont tout prêts à obéir aux appels si quand les mamans les réclament. Donc je me suis trouvé face à une espèce de uniforme, de vie civile en uniforme. Une vie civile qui s'est transformée en petit combattant. Une forme de... Quand les fibres d'une communauté se resserrent, il devient un peuple. Pour moi, peuple, c'est un homme, c'est un résultat. Ce n'est pas une constatation d'une communauté. On devient un peuple quand, à bout d'un moment, toutes les personnes sont forcées à avoir les mêmes réactions, les mêmes sentiments, les mêmes problèmes. Alors, ils se réunissent, ces fibres, et ils deviennent un peuple. Je me suis trouvé à observer, à m'apercevoir de la composition, de la formation d'un peuple. Et ce peuple... Et là, vous parlez des Ukrainiens, mais vous pourriez parler aussi de l'Europe. Vous êtes passé aussi par la Roumanie et vous concluez votre article par ces mots. Telle est l'Europe aujourd'hui, la vaste arrière-ligne occidentale de l'Ukraine. Oui, c'est passé comme ça. On se demande pourquoi la Russie et Poutine a fait cette erreur. Mais cette erreur avait des données tout à fait différentes. L'Europe était jusqu'à l'autre jour, jusqu'à des mois, était une expression économique qui avait pas du tout réagi à l'invasion de l'Ukraine, de la Crimée, n'avait pas du tout réagi à la déclaration d'indépendance des républiques du Donbass. Donc l'Europe, c'était une expression économique, non? Mais la guerre l'a transformée en une expression politique. Ça se produit comme ça. L'Ukraine, c'était une région pleine d'amitié et de philorussie, de philorusses, non? Mais l'invasion les a transformés tout à coup dans un grand format de patriotisme contre l'invasion. Donc, les prévisions, les données étaient tous favorables à une invasion. Mais, tout à coup, on se trouve face à une preuve contraire. C'est vrai, toutes ces données se sont heurtées à toute une preuve contraire inattendue. C'est pour ça que n'était pas une folie, c'était une incapacité de prévoir le renversement de toutes les données. Ça s'est passé comme ça. Et tout à coup, improvisément, l'Europe est devenue une expression politique, est devenue l'arrière-front de l'Ukraine. Et la paix ukrainienne coïncide avec la paix européenne maintenant. Il y a d'ailleurs aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu dans Le Monde, il y a un article exactement, un cri qui est lancé par Romain Goupil, qui se trouve en ce moment à Kiev et qui cite le président lituanien Gitanas Nausėda, vient de décider le boycott total. Si nous pouvons le faire,
l'Europe le peut aussi. Le coût pour la Lituanie va être d'environ 2 000 € par an et par habitant, ce qui est colossal, mais il ajoute, mais ce qui est assumé. Oui. Courageuse position de la Lituanie, Oui. qui a peur pour son propre compte. Mais aussi de l'Europe, pour le moment, courageuse, parce que nous sommes déjà entrés dans une économie de guerre, avec la nécessité de réduire notre besoin d'énergie, et donc dans des conditions d'appauvrissement, avec une hausse de l'inflation. Nous sommes déjà dans une économie de guerre. Donc, on a accepté ça. Les sanctions sont efficaces parce que ce sont des sanctions qui blessent même nous-mêmes. Pour ça sont efficaces, ces sanctions. Et ils appauvrissent l'effort de guerre de l'invaseur. Donc c'est comme ça. Nous sommes déjà dans une condition, dans une économie de guerre, dans une formation de soutien d'une guerre à l'intérieur de l'Europe. C'est une guerre pour l'Europe à vos yeux? Aussi, c'est une guerre de l'Europe, pas trop de l'OTAN. L'OTAN, pour moi, se limite à garder la sûreté des nations de frontières. Mais c'est une guerre de l'Europe. C'est une guerre de l'Europe pour garantir l'incolumité et l'indépendance de l'Ukraine. Question de Steve. Éric De Luca, le Premier ministre polonais, a reproché hier au président de la République française Emmanuel Macron de poursuivre ses discussions avec Vladimir Poutine malgré les crimes de guerre russes en Ukraine. Est-ce qu'il faut couper tout contact diplomatique avec Moscou? Est-ce que c'est désormais un impératif moral? Non. Garder les contacts est bien parce que à la fin de les guerres finissent toutes, non? Elles sont destinées à finir toutes, heureusement. Et donc, il y aura un moment où il faut s'asseoir à une table. Le moment sera quand les données militaires sur le terrain seront destinées à rester définitives, non, bloquées. Donc il faudra s'asseoir à une table. La table est le plus beau instrument de paix. Instrument de paix, la table. Aussi, oui. de fête aussi pour nous. Pour la radio, c'est bien aussi. Donc il faut garder les contacts pour arriver à cette table. Mais il faut savoir aussi ce que veut Poutine, et apparemment personne ne sait ce que veut Poutine. Est-ce que vous le savez, vous? Il ne le sait lui-même. Même pas lui est au courant de ce qu'il pense Poutine. Mais le fait est qu'un dictateur comme ça, quelqu'un qui fait le président à vie, non, depuis des décennies, finit pour s'entourer de personnes qui le complaisent et qui n'osent pas le contredire. Et donc, il perd le contact avec la réalité des choses. Et il n'a pas les outils pour comprendre ce qui se passe. Et donc, il avait une imagination de cette démarche d'invasion qui était complètement fausse. Non, il se trompait complètement. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Bon, il parle fait parler de recours à l'armée, à l'arme nucléaire. Il parle des plans, que tous les plans ont été rejoints, tous les objectifs ont été rejoints, tant qu'il est en train complètement de se retirer avec son armée, parce que les rapports de force sur le terrain sont renversés. Donc, il n'a aucune idée, je pense. Éric De Luca, vous êtes romancier et vous êtes traducteur. Vous évoquiez tout à l'heure les grands écrivains ukrainiens que vous aimez, et vous avez appris le russe pour lire Isaac Babel, grand écrivain d'Odessa, comme chacun sait. Les récits d'Odessa sont un chef-d'œuvre.
En plus, Odessa, pour moi, c'est une ville qui ressemble à Napoli. C'est une ville sur la mer. Et la plus célèbre des chansons napolitaines, non? Au Sole Mio, la musique du Sole Mio a été composée à Odessa. Ah bon? Si. Le jeune compositeur était quelqu'un qui était en tournée à Odessa parce qu'il y avait de théâtre. Odessa, comme Naples, était plein de théâtres. Il y avait toutes des tournées qui arrivaient jusqu'à dans la mer Noire, à Odessa et à d'autres villes de la mer Noire. Et donc, il était là. Et une aube sur la mer Noire à Odessa, il a composé la musique du O Sole Mio. Donc, il y a aussi pour moi un lien. En plus, je pense que la mer Noire fait partie de la Méditerranée. Géographiquement, fait partie de la Méditerranée. Si vous êtes sur l'étroit des Dardanelles et le Bosphore, vous pouvez observer qu'il y a une courante qui, du mer Noire, entre dans la Méditerranée. Ce ne sont pas sur le même niveau. La mer Noire est plus haute. Et donc, rembourse d'eau la Méditerranée. Pourquoi est plus haute? Parce que dans la Méditerranée, dans la mer Noire, arrivent ces immenses fleuves de la plaine russe et ukrainienne. Le Don, le Dniester, le Dnieper, ces immenses quantités d'eau qui font de la mer Noire une mer presque d'eau douce au nord. Bon, et donc, moi, je me suis baigné dans mon enfance dans de l'eau qui venait de la mer Noire, qui venait aussi de la mer Noire, parce que il appartient à l'histoire et à la géographie, et à la table commune de la Méditerranée. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui doivent regretter de n'avoir pas vu Odessa plus tôt, puisque qui sait si on aura l'occasion d'assouvir ce rêve. Alors, vous avez appris donc le russe pour Babel et vous avez traduit aussi, vous y faites référence dans votre livre, le poète yiddish Yitzhak Katznelson. Oui. Vous parlez très bien hébreu. Vous êtes un grand hébraïsant, j'en témoigne, mais vous parlez yiddish aussi bien que l'hébreu? Non, je suis un lecteur, un ancien hébreu et un lecteur de yiddish. Mais comme occasion de le parler, non, je peux écouter. Et vous connaissez bien les jurons et les proverbes en yiddish. Oui, aussi des musiques. Vous nous avez donné, avec Paola tout à l'heure, un large éventail des proverbes yiddish. Oui, je peux chanter en yiddish si vous voulez, mais... Quelle chanson vous pouvez chanter en yiddish? Certaines chansons. Auf dem Pripetschik brannte Feuer, und die Stube ist heiß, und der Rebbe kleine Kinder klagte mal auf Beis. Va bene. Babel. Oui. Non, va bene, ça va. Va bene. Je m'arrête ici. D'accord, très bien. Vous avez, dans ce livre qui s'appelle donc Diable gardien, vous faites un mélange de dessins et de textes. Vous joignez l'image et la parole, un peu sur le modèle du verset biblique Rohim et Akolot, ça vous savez ce que c'est, où on voit les voix. Les voix. On regarde les voix, on observe les voix. Shemot. Et donc, voilà. Shemot, oui, c'est absolument. On voit les paroles. On voit les paroles. Et on ne fait pas que les entendre. Et là, c'est un beau mélange de la parole qui est la vôtre et le dessin et l'image qui est celle de Alessandro Mandini, avec lequel vous avez co-signé ce livre. Oui, c'était un acte d'alliance entre l'image et l'écriture. Et l'argument de cette alliance, ce sont les monstres. Les monstres. Il a dessiné ces monstres et moi j'ai écrit les miens. Que vous avez appelé du coup Diable gardien.
Oui, les clichés, je les appelle diables gardiens parce qu'à différence des anges gardiens, qui parfois subissent des distractions et ils ne sont pas là au bon moment, les diables gardiens sont toujours là. Ils ne nous quittent jamais. Et donc, il faut les regarder en face. Il faut les nommer. Pour les réduire, il faut les nommer. On ne peut pas les chasser. On peut pas c'est pas un médicament, l'écriture qui peut soigner des blessures de ces diables gardiens, mais on peut les garder en face et on peut les réduire au format de la parole, des mots, et donc comme ça les encercler dans ce format. Alors voilà donc la seule manière de voir des paroles pour suivre le texte de Shebot, Rohim et Akolot, c'est soit d'avoir une partition. Quand vous avez une partition, vous pouvez voir les voix, et soit votre parti pris qui est d'avoir d'un côté une image ou un dessin et de l'autre une parole qui est la vôtre et qui est comme toujours une parole poétique. Je dirais plutôt pratique. Une parole qui prétend être précise, qui veut être précise. Et donc, c'est dans cette concision que peut-être il y a l'impression qu'elle soit aussi poétique. Mais je ne me reconnais pas dans un format poétique. J'écris de la prose, la plus précise possible selon mes intentions. Alors, il faut que je dise que ce soir, à 19h, les amoureux d'Eri De Luca, et je sais qu'ils sont très nombreux en France, peuvent aller à la Maison de la Poésie à 19h pour vous entendre faire de la poésie. Et si vous permettez, je vais me faire le plaisir et faire le plaisir à Philippe qui adore cette séquence. C'est la séquence Questionnaire Pont-Neuf. Alors, le questionnaire, vous connaissez le principe, vous êtes ceci, vous êtes cela. Eri De Luca, êtes-vous Tolstoï ou êtes-vous Vassili Grossman? Vous pouvez un peu élaborer, hein? Vassili Grossman, parce que c'est plus proche de moi. Il est plus proche de mon époque. Vassili Grossman a parlé de Stalingrad, non? Oui. Et de Treblinka aussi. Et Treblinka, absolument. Et Tolstoï m'a parlé de Napoléon, donc je suis plus proche de Vassili Grossman. Plus proche aussi de sa conception de la petite bonté. Vassili Grossman, c'est le penseur de la petite bonté. Ça vous parle, ça aussi? Oui. Je suis un lecteur de Vassili Grossman. Et je pense que je peux relire Vassili Grossman, mais comme je relis Tolstoï. Mais il est plus intime pour moi. Êtes-vous Hugo ou êtes-vous Balzac? Je suis plutôt Hugo parce que il est devenu engagé politiquement à l'âge où on cesse de l'être. Donc il est parti en exil pour ses convictions, donc il m'est plus sympa, Hugo. Et dans Hugo, vous êtes plutôt Jean Valjean que Javert, parce qu'on a, je ne sais pas si vous avez entendu, mais on a un candidat à la présidentielle qui est plutôt pour Javert que pour Jean Valjean. mais c'est autre chose. Êtes-vous Soutine ou êtes-vous Modigliani? Plus Modigliani. Il est plus souffrant. Il est plus malheureux de Soutine. Elle a eu moins de chance de Soutine. Soutine a été un peu aidé par des personnes qui l'ont admiré, et Modigliani moins, donc je suis plus pour son côté difficile. Êtes-vous, attention là, êtes-vous Rachi ou êtes-vous Maïmonide? Rachi, parce que Rachi m'a expliqué tout simplement possible, mais dans le maximum de précision, des données du premier livre que j'étais en train de traduire, que c'était Schmott. Je le traduisais littéralement en italien, et donc Rachi m'a aidé. Maïmonide, c'est une grande lecture plutôt philosophique,
mais j'aime davantage Rachi et sa précision dans l'ancien hébreu. Et vous êtes lecteur de Rachi? Oui, si. Parce que j'ai vu dans votre cuisine, je révèle un secret, mais j'ai vu dans la cuisine de votre maison à Rome, et vous avez, c'est vrai, un livre, enfin, de la Bible, en hébreu, oui. Mais si je me souviens bien, c'est sans le Rachi. Sans le Rachi. Non, le Rachi, c'est à part, c'est une lecture à part. Êtes-vous Eri De Luca Twitter ou êtes-vous Facebook? Twitter, parce que ça me permet brièvement de donner un télégramme de mon opinion sur quelques faits qui me pressent, qui m'intéressent. Merci beaucoup, Eri De Luca, d'être venu nous voir à Pont-Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Je rappelle le titre, Diable gardien chez Gallimard. Bonne journée à tous. Merci Eri De Luca, merci Shlomo Malka. Pont-Neuf à réécouter en podcast sur radioj.fr. Chers auditeurs, on va se retrouver maintenant dans quelques secondes pour un nouveau journal suivi de Philosophie, l'émission de Blandine Kriegel. Bon après-midi à l'écoute de Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins